Bienvenue sur Radio Ville Lumière. Ce soir, c'est un petit peu de temps à nous accorder pour une légère interview. Oui, bien sûr. Pas de souci, merci beaucoup. Je vais d'abord vous demander de vous présenter auprès des auditeurs qui nous écoutent ce soir pour savoir un petit peu qui vous êtes. D'accord. Moi, c'est Jean-Baptiste Habert, gardien de but actuel du Vendée Foot, qui évolue en CFA, qui fait maintenant la dernière journée. Je suis passé tout simplement par le PSG. Du moins en jeune, je suis passé par Montargis dans le Loiret. Après, j'ai été donc repéré, puis j'ai été 8 ans au PSG. Et à la suite de ça, je suis parti en CFA au Cerf-de-l'One et suite à Isère, dans l'Allier, pareil, en CFA, pour finir et atterrir depuis maintenant 4 ans dans le foot en Vendée. Voilà, pas très loin entre La Rochelle et Niort, tout simplement. Voilà, aujourd'hui j'ai 27 ans. Je vais vous dire de plus. Encore jeune, ça va. Ouais, ça va. Non, ça va. Et parlez-nous un petit peu de la saison à votre club. Donc vous êtes maintenu en CFA, vous étiez dans quel groupe de CFA exactement? On était dans le groupe D. D'accord. Donc c'est plus la Bretagne, on va de Bordeaux jusqu'à Saint-Malo, Cherbourg, Avranches, en passant par Plabennec, le FC Nantes, et puis voilà, des équipes vraiment de la poule de l'Ouest, quoi. Et parlez-nous un petit peu de votre saison. Donc vous êtes maintenu à la dernière journée, comme vous avez dit, un peu en mode PSG 2008, quoi. Presque, ouais. Un peu, ouais. On a toujours été maître de notre destin tout au long de la saison. On fait une première partie de saison plus qu'intéressante, puisqu'on à la trêve, on finit dans les 5 premiers. Donc jusqu'à là, voilà, tous les feux étaient ouverts pour la deuxième partie de saison. Et puis non, en fait pas du tout. On s'est un peu reposé sur nos acquis. On a eu du mal à repartir et à reprendre ce championnat du bon bout. Et en fait, on a fait une deuxième partie de saison, mais je dirais presque catastrophique, en enchaînant défaite sur défaite, quasiment 2 mois sans gagner. Puis après, tout s'installe, hein, le doute, la mauvaise ambiance, tout ça, et puis toute l'avance qu'on a pu prendre en première partie de saison, tout doucement elle se fait grignoter. Et puis on a relevé la tête un petit peu, un mois avant la trêve, avant la fin du championnat. Et puis en fin de compte, on a fait 2-3 bons résultats, et puis ensuite derrière on s'est réécroulé, et en fait on a vu notre maintien vers la dernière journée, que Cherbourg était le premier relégable. Et donc on était au même nombre de points, sauf qu'au goal à virage on était supérieur. Et donc du coup le dernier match Cherbourg a gagné contre Saint-Malo qui était actuel deuxième, et nous par chance on a gagné pareil 2-1 contre le troisième du championnat qui était les Herbiers. Donc même nombre de points, on s'est maintenu. Voilà, et on a fini donc premier non relégable. Donc 13e sur 16. Donc dommage parce que on avait vraiment des choses mieux à faire, et surtout au vu de la qualité intrinsèque des joueurs qu'on avait dans notre effectif, on aurait dû faire beaucoup mieux. Voilà. Vous avez un peu grillé Cherbourg donc descend en CFA2, c'est bien ça, si je me trompe? Ouais, voilà. On est papiers, voilà, Cherbourg descend en CFA2. Pardon? C'était un peu fou, hein, ils étaient en national l'année dernière. Hein. Ouais, c'est vrai. Pourtant, à aucun moment sur les dommages qu'on a fait contre eux, on se serait dit ils descendraient, parce que ils avaient des joueurs avec une qualité de jeu qui était ultra intéressante, dans le sens où c'est pas du gros football, c'est pas des grands ballons devant et tout le monde court après. Ils avaient une vraie philosophie de jeu en faisant repartir vraiment le ballon derrière, en essayant de construire des actions et des attaques placées. Mais bon, après, ils étaient aussi jeunes, on va dire, assez jeunes. L'effectif du groupe était assez jeune. Donc est-ce que ça n'a pas pêché à un moment donné? Est-ce qu'il n'y a pas eu un excès de justement descente nationale, donc on va se maintenir tranquillement en CFA, chose que c'est jamais dit, c'est jamais écrit. Et puis le niveau CFA reste un niveau quand même assez intéressant, où voilà, il y a quand même des équipes aguerries, et puis je sais pas, après là c'est des données, des paramètres que je ne sais pas, que je ne maîtrise pas, donc je sais pas pourquoi de leur descendre. Alors, on va parler un petit peu du CFA, parce que vous allez en voir à quoi je vais en venir comme sujet. On sait que récemment, la Fédé étudie beaucoup de enlever les réserves des clubs professionnels.
des groupes de CFA Oui. pour faire une réserve professionnelle. Et justement, parlez-nous du fait de jouer ces réserves de clubs pro. Est-ce que pour vous c'est une bonne chose? Est-ce que ça permet aussi de se faire voir pour les clubs professionnels? Ou finalement, est-ce que c'est un peu compliqué aussi qu'on est dans une réserve professionnelle de savoir que ça peut fausser, comme certains le disent d'ailleurs, un championnat de CFA? L'amoureux du jeu que je suis dirait effectivement, de toute façon, il y a quelque chose en plus dans ces réserves professionnelles. Il y a du talent intrinsèque, il y a une philosophie de jeu, il y a des qualités techniques qui sont indéniables. Le fait est qu'ils jouent entre eux, je dirais que ça apporterait, je pense, voilà, une opposition un petit peu stéréotypée, dans le sens où c'est voilà, toutes les réserves de centre de formation ont quasiment la quasi-totalité le même sens du football, des attaques placées, de la construction du jeu, de la philosophie, etc. Et c'est vrai que dans un groupe de CFA, et notamment quand il y a des réserves et des clubs amateurs, mais quelquefois c'est des politiques de jeu qui sont complètement différentes. Donc on va dire que auprès des jeunes de CFA, ça pourrait leur permettre d'apprendre, enfin du moins de voir un autre football, et puis de prendre de l'expérience. Et à contrario, pour les clubs amateurs, c'est aussi, j'ai presque envie de dire, tant mieux qu'ils soient, tant mieux qu'ils fassent une poule entre eux, parce que quelque part, voilà, c'est, comme je vous disais, des qualités de joueurs énormes, et puis des jeux assez fluides, donc qui mettent en difficulté les clubs amateurs. Donc c'est bien et pas bien. Après c'est pareil pour un club amateur, ça permet aussi, là moi je l'ai vu contre Nantes, d'attirer beaucoup de monde. Donc voilà, le fait d'attirer du monde, ça amène aussi un petit peu d'argent, ça amène pas mal de choses comme ça. Donc les clubs pro attirent auprès des clubs amateurs. Donc au niveau de l'affluence des stades. Donc voilà, c'est il y a du bon dans chaque partie, mais ouais, voilà, ce sera une bonne chose, mais ce sera aussi une mauvaise chose. Voilà, je sais pas comment vous dire ça, mais voilà, grosso modo, c'est un peu. C'est un peu un couteau tranchant. Voilà, c'est ça, ouais. Il y a des deux, évidemment, mais ça reste évidemment une question compliquée. Mais qui reviendra forcément sur le devant de la scène bientôt, hein, parce qu'on sait que ça risque de bouger, c'est à l'étude en tout cas de la part de la Fédé. Bon, on va choisir un petit peu de sujet, mais évidemment, comme ancien du PSG, ou Titi comme on dit, on va en venir bienvenue au sujet du PSG, et tout simplement, on va vous demander, car je pense qu'on vous le demande pas souvent dans les médias, si vous êtes des fois dans les médias, votre avis sur le Paris Saint-Germain version Qatari. Parce que je pense qu'à Fontenay, est-ce que vous en parlez déjà beaucoup du PSG, forcément? Ah ouais, bien évidemment. Le PSG en ce moment est au cœur de tous les sujets, je vais pas dire de sport, mais du moins de football. Quand on parle de football, forcément, en ce moment, on parle du PSG. Ce qui arrive au PSG actuellement, j'ai envie de dire, c'est merveilleux, c'est une belle chose. Ça fait rêver beaucoup d'enfants, ça fait rêver beaucoup d'adultes. Ça donne du spectacle. Moi, je suis évidemment pour, clairement. Ça amène des stars, ça amène une philosophie de jeu, ça amène une mentalité. Parce que faut pas oublier que ces stars-là, comme Zlatan, comme Thiago Silva, c'est à la base aussi une mentalité enfin voilà, exceptionnelle. Donc non, moi je suis littéralement pour, et je suis bien évidemment heureux pour ce qui arrive au PSG. Et j'ai presque envie de dire qui continue de nous faire rêver en nous amenant encore des joueurs, des stars qu'on ne verrait pas ailleurs que sur les terrains d'Espagne ou des terrains d'Angleterre, quoi. Voilà. Donc s'ils peuvent venir en France, moi je suis pour à 200%. Voilà. Et est-ce que vous étiez un petit peu critique à l'égard de Laurent Blanc quand il est arrivé? Parce qu'on en parle assez souvent, ça, de pouvoir juger. Alors, moi j'étais surpris. Franchement, honnêtement, quand j'ai su que c'était Laurent Blanc, j'étais surpris. Et en fait, il a apporté forcément. Alors, quand on parle de Laurent Blanc, je pense qu'il faut pas oublier son adjoint Gassé et puis j'imagine tout son staff. Voilà, parce que c'est aussi une complémentarité entre les deux. Je pense que Laurent Blanc, c'est un meneur d'hommes et un gestionnaire d'hommes. À côté de lui, il a un pitbull comme Gassé qui, lui, voilà, est intransigeant sur l'état d'esprit, j'imagine, sur la qualité de jeu, sur ce que les joueurs doivent faire et doivent comprendre et assimiler. Et voilà, et cette cohésion de coach et d'effectifs et de staff technique fait que je pense que, en tout cas, au bout de la saison qu'il a fait, on peut rien dire, quoi. Allez, ouais,
forcément, mais ça c'est le Français qui est toujours critique. Ben oui, il n'a pas été en finale, ou il n'a pas fait la Ligue des Champions comme il aurait aimé la faire, ou la gagner du moins. Mais bon, voilà, le parcours en Ligue des Champions, ça se construit. On est là depuis 2 ans sur des bonnes perfs, mine de rien. Il y a 4 ou 5 ans en arrière, on n'aurait jamais dit que le PSG jouera deux demi-finales enfin 2 quarts de finale de Ligue des Champions. Donc, bientôt peut-être. Non, c'est pas encore le mieux. Vous voyez, voilà. Pour vous dire un petit peu pour vous dire un petit peu tout mon enthousiasme par rapport à ce club. Mais non, bien sûr. Non. Ils ont peut-être pas voulu, ils ont peut-être pas réussi ce qu'ils souhaitaient faire, mais ça va venir. Moi, j'en doute pas. Et du moins, tant mieux. ça donne du bon au cœur. Oui, évidemment, c'était mieux par rapport il y a 2008, comme je vous avais dit pour Fontenay. Ça, c'est sûr et certain. Et est-ce que vous avez quand même des petits regrets en tant que supporter du PSG du match face à Chelsea? Des gros, des petits, parce que finalement, même si c'est pas grave, le scénario est cruel un peu. Non, voilà, j'arrive à relativiser, et puis le football, il n'y a rien d'écrit, quoi. Donc voilà, même moi à mon échelle en CFA, il y a des jours où ça sourit, il y a des jours où ça sourit pas, il y a des jours où il manque quelque chose, et je pense que lors de ce match contre Chelsea, il a manqué voilà, peut-être un peu de grinta, un peu d'envie supplémentaire. Alors, peut-être pas de l'envie supplémentaire, mais du moins une maîtrise supplémentaire, parce que quelque part rien n'était fait, quand on les voyait tous déjà en demi-finale, mais rien n'était fait, et ils sont tombés face à une équipe qui avait rien à perdre. Donc voilà, c'est toujours dans ces moments-là, c'est souvent d'ailleurs même en Coupe de France, quand nous on rencontre des clubs professionnels, on est le petit poussé, on n'a rien à perdre, donc on joue notre atout. Chose qu'a fait Chelsea, chose qu'a pas su maîtriser le PSG. Voilà. Donc et ça s'explique, je pense, ça a été psychologique plus que technique, parce que on n'a rien envie à l'équipe de Chelsea, je pense. Peut-être hasard, je sais pas. Ouais, c'est vrai. Ça s'est joué vraiment à pas grand chose. Comme vous disiez, justement, vous en tant que gardien de but, comment vous jugez un petit peu, ne serait-ce que quelqu'un comme Salvatore Sirigu? Là encore, je pense qu'ils sont d'une saison extraordinaire. Voilà, il y a différents types de gardiens. Je vais pas dire que, moi je m'identifie pas spécialement à ce gardien-là, mais en tout cas, ce qu'on retient d'un gardien de but, c'est le nombre de points rapportés et le nombre de points perdus et l'efficacité d'un gardien de but. Salvatore Sirigu, rien à dire. Voilà. Il a su être efficace au moment où il fallait l'être, peut-être un peu moins en quart de finale contre Chelsea. Mais bon, tout au long de la saison, il a rapporté des points qui ont permis au PSG d'en arriver là où ils en sont à cette fin de saison, quoi. Est-ce que vous êtes d'accord de ceux qui disent que le poste de gardien de but est le plus difficile sur le terrain? C'est plus hasard. Et il n'y a pas photo, Nous, les gardiens sans faire une fixette dessus, on a un peu moins mis en valeur. C'est vrai, on récompense le meilleur, quand je vois les trophées de l'UNFP, le plus beau but, le plus beau, je sais pas, la plus belle action, le meilleur joueur, le meilleur attaquant. Bien évidemment, il y a le meilleur gardien. Mais paradoxalement, il y a 10 ou 15 ans en arrière, enfin même plus que ça, parce que moi quand j'étais petit, que je regardais le téléfoot, il passait toujours le top 10 des arrêts. Ou le top 10 des buts. Ouais, c'est vrai. Et voilà. Et en ce moment, depuis un petit moment maintenant, le top 10 des arrêts des gardiens, on le voit pas. Paradoxalement. Donc non, ouais, le poste de gardien est ingrat, et je pense pas spécialement mis en valeur comme il devrait l'être. Parce que quelque part, quand on demande un attaquant de marquer des buts, et puis on fait les totaux à la fin, j'ai marqué 15 buts dans une saison pour l'attaquant. Très bien. Donc combien de points ça a rapporté dans les 15 buts que tu as mis, combien de points ça a rapporté, combien de temps on a perdu, le nombre de face-à-face que tu as loupé, etc. Mais nous, gardiens de but, c'est ce qu'on fait à notre quotidien. Le nombre de ballons arrêtés, le nombre de buts qu'on encaisse, et moi je sais que, en tout cas au club, on note, on coche, on fait des bilans, et on regarde un petit peu le nombre de points qu'on rapporte et qu'on fait perdre, parce que quand on est aux extrémités du poste,
on est bien évidemment plus mis en lumière quand c'est bien, et puis plus mis dans la pénombre quand ça se passe moins bien, parce que un gardien, c'est comme un attaquant, ça peut faire une boulette, un but immanquable, le gardien peut faire une boulette. Donc on est forcément mis en lumière dès qu'on fait la boulette, mais pas spécialement quand on fait l'arrêt du siècle, quoi. Qui pour certains sera l'arrêt du siècle et peut-être pas spécialement difficile à faire, mais le petit ballon qui est fuyant, volant, et qui est super compliqué à arrêter et qui passe inaperçu, nous on arrive à le repérer. Mais justement, par rapport à la boulette, si vous êtes déjà, je le souhaite pas, mais peut-être ça vous est certainement déjà arrivé d'être dans la situation de la boulette, parce qu'on va dire que ça arrive à tous les gardiens, non? Bien sûr, mais heureusement, tant mieux. Tant mieux, ça permet de se remettre en cause. Et de toute façon, même le plus grand des gardiens, Buffon a fait des boulettes, Landreau a fait des boulettes, il n'y a pas un gardien, Barthez a fait des boulettes. Mais c'est normal, et tant mieux, il faut les faire ces boulettes, parce que ça permet de se reconcentrer, ça permet de se remettre en valeur, de se remettre en question plutôt. Donc, non, et puis après le but du jeu, c'est pas non plus d'en faire une tous les week-ends. donc voilà, mais ça change aussi un caractère et ça change aussi un tempérament, ça c'est sûr aussi. Si on n'a pas un bon mental, quand on est dans le dur, faut savoir remonter la pente. Après une boulette, faut savoir remonter la pente. Évidemment, mais genre si on n'a pas un bon mental, on peut pas faire gardien de but. Je pense pas, non, c'est sûr et certain. D'accord, évidemment, c'est assez intéressant. Donc souvent ça aux gens plutôt qui connaissent ce poste, parce que, comme disait Roland Courbis, c'est un poste individuel dans un groupe collectif. Je sais pas si c'est d'ailleurs la discussion que j'ai eue avec mon entraîneur, Anthony Gauvin, qui est pas le moindre au niveau des joueurs, qui a gagné une Coupe de France, qui a été professionnel pendant pas loin de 15 ans. Qui est passé par Lorient avec la Tête Bourcuche, donc non. Et justement, c'est un petit peu le dilemme qu'on a, parce qu'il a du mal à l'unité en fait tout simplement sur le terrain. Et je lui ai dit, moi, effectivement, je suis un gardien, effectivement, j'ai des entraînements à part et spécifiques au poste, mais comme les attaquants ont, comme les défenseurs ont, et puis bon, plus particulièrement, moi je dis, chaque début de saison, je signe une licence de football. J'ai pas une licence de gardien de but. Donc, c'est vrai que c'est un poste à part dans le football, mais je fais du football. Je suis un joueur de foot à part entière. Alors après, oui, j'ai la spécificité d'être dans les buts. Et il faut que je travaille sur cette spécificité-là. Mais non, on est à part, mais on n'est pas si loin, parce que en plus, le pire, c'est qu'on a la vision vraiment globale du jeu. Donc il y a beaucoup de gardiens, qui passent des diplômes d'entraîneur par la suite. Notamment, j'en discutais, il y a Ulrich Ramé qui est en train de passer ses diplômes d'entraîneur. Forcément, on a une vision du football, au nombre de matchs joués, on a une vision du football qui est périphérique, quoi, parce que nous, on voit tout ce qui se passe sur le terrain. Et quand vous étiez plus jeune ou encore aujourd'hui, est-ce que vous avez toujours eu un modèle comme gardien de but? J'ai beaucoup aimé Barthez. Parce que plus général, parce que Coupe du Monde 98, parce que un peu fou, parce qu'il faisait rire tout le monde, parce que voilà, et puis dans ses interventions, c'était spectaculaire. Donc j'ai beaucoup aimé Barthez. Et puis moi j'ai eu la chance de côtoyer des gardiens pros comme Lionel Letizy ou comme Michael Landreau. J'ai eu Jérôme Alonso qui était complètement différent dans sa façon d'être au poste de gardien de but. En tout cas, quand je reprends un petit peu ces trois garçons-là, ces trois hommes-là, c'est techniquement c'était magique. J'ai beaucoup appris avec eux techniquement. Et on peut parler de technique balle au pied. Pour nous les gardiens, ce sera avec les mains forcément. Et toute cette technique-là, avant que ça en devienne naturel, c'est des heures et des heures et des heures de travail. C'est clair. Rien remplace l'expérience. Et en plus, alors l'expérience c'est plus pour le positionnement et le placement, effectivement, ça c'est sûr aussi. Et la façon et la manière d'aborder le match. Voilà. C'est sûr. Ça aussi, complètement. Et on va pas tarder à se quitter. Juste avant, je vais quand même vous demander, évidemment, la question qu'on pose maintenant à tout le monde, avant de demander durant toute la saison s'ils pensaient que le PSG pouvait gagner avec des champions. Maintenant, la seule question, est-ce que vous pensez que l'équipe de France peut être championne du monde? On peut critiquer les choix de Didier Deschamps par rapport à certains joueurs. De toute façon, en France, on est 66 millions de Français, il y a potentiellement 50 millions de sélectionneurs. Donc voilà, ça fera toujours débat parce qu'un tel a d'autres vues, d'autres visions du football.
Moi, je pense que le choix qu'il a fait, au vu des joueurs, est hyper intéressant et hyper intelligent. Pourquoi? Parce que au-delà, et ça on peut le voir partout, et moi en plus en vue d'expérience de l'année de cette saison de CFA à mon échelle, et c'est avant tout une cohésion humaine, c'est une cohésion de groupe, c'est un collectif, c'est une solidarité. Et on peut avoir les meilleurs joueurs du monde, s'ils jouent pas ensemble, s'ils n'ont pas envie d'être ensemble, s'ils n'ont pas envie de jouer ensemble, ça donnera rien. Donc je pense que si l'équipe de France arrive à bien vivre ensemble, à elle-même, ils peuvent aller loin parce qu'il y a des joueurs de niveau mondial, Ribéry, Benzema, Varane, Hugo Lloris, pour en citer que, mais il y en a plein d'autres, Matuidi, et je pense que voilà, au vu de cette qualité intrinsèque de joueurs, si en plus ils arrivent à avoir une cohésion, moi je les vois bien au final. Voilà. Mais ça, c'est uniquement si le groupe le veut. C'est toujours pareil. On le souhaite évidemment de tout cœur. Bien évidemment. En tant que fervent supporter, moi je suis français et là c'est clair, je vais l'être jusqu'au bout, patriote à fond et à fond derrière l'équipe de France. C'est une évidence. Il faut. Écoutez, je vais énormément vous remercier de nous avoir accordé un petit peu de temps ce soir. Merci à vous surtout de m'avoir sollicité pour ce genre d'interview. C'est toujours avec plaisir et c'est toujours un plaisir. Donc merci à vous et puis en espérant que l'émission fonctionne jusqu'à la nuit des temps. J'espère aussi, puis en espérant vous avoir à nouveau bientôt, comme ça on pourra à nouveau refaire un point sur l'actualité footballistique et votre carrière évidemment en CFA à Fontenay. Avec plaisir, vous avez mes coordonnées, n'hésitez pas à me solliciter, tel que vous l'avez fait, et ce sera avec grand plaisir. Pas de soucis, bonne soirée à vous et bonne continuation. Merci à vous, au revoir. Au revoir.